Bien, nous voilà en 2019, on est à la fin du mois d'avril. Bien, j'avais créé toute une série de vidéos 22.1 à 22.5 et la dernière, je l'avais téléchargée quelque chose comme 15 mois plus tôt, en octobre 2017. Vous savez qu'il y a quelques semaines, on a rendu public une photographie d'un supposé trou noir, avec un grand suspense. Voilà la photo. Immédiatement, tout le monde s'est écrié, on a enfin la preuve que les trous noirs existent, cette preuve nous l'avons, il n'y a qu'à regarder cette image, elle parle d'elle-même. En 1979, l'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet a été le premier à effectuer un calcul pour montrer à quoi pourrait ressembler un trou noir. Pour faire cela, il est parti de la solution trouvée par Schwarzschild en 1916, que je représente ici et dont je vous ai déjà abondamment parlé. Mais la solution de Schwarzschild est exempte de toute rotation. Donc ce qu'on présente là, c'est un trou noir qui ne tourne pas. Pour introduire la rotation, il faudrait faire recours à une autre solution de l'équation d'Einstein qui est la métrique de Kerr. Et en fait, toutes les images de trous noirs que les gens produisent, eh bien, ça correspond à des trous noirs qui ne tournent pas. Alors ça, c'est pas réaliste, parce que quand vous prenez par exemple une étoile à neutrons, qui est un objet dense, elle se forme parce qu'il y a concentration de la matière. Vous savez, c'est comme la danseuse qui ramène les bras le long de son corps. Eh bien, les étoiles à neutrons, ça tourne très très vite, ça tourne facilement à 1000 tours seconde. Eh bien, si les trous noirs existent, ils devraient également tourner comme des toupies. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel à cette métrique de Kerr? Ben regardez, simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est pas grave, de toute façon, le public ne fera pas la différence. Ce que nous disent les astrophysiciens, c'est si vous étiez à proximité d'un trou noir, eh bien vous verriez ceci, c'est-à-dire une espèce de grosse tache noire. Et là, dans cette image-là, il n'y a rien autour, c'est-à-dire que le trou noir n'a pas ce qu'on appelle de disque d'accrétion. Voici une image où l'artiste a représenté précisément ce disque d'accrétion, qui est une espèce de disque de gaz. Ce gaz est aspiré par l'objet et tombe vers lui en longue écharpe spiralée. Maintenant, imaginons que l'objet central soit un trou noir. Alors, approchons-nous pour voir ça de plus près. Et que verrait-on? Eh bien, une espèce de disque sombre avec une masse de gaz qui spirale tout autour. Ce disque d'accrétion émet du rayonnement, et quelle est l'origine de ce rayonnement? Eh bien, le gaz spirale autour de l'objet à des vitesses considérables. Cette masse gazeuse est transformée en plasma. Dans un plasma, il y a des électrons, et quand les électrons sont en orbitation très rapide comme ça, eh bien, ils émettent un rayonnement. Donc l'objet est une source radio. Et c'est ce rayonnement radio qui a été capturé à partir de l'objet qui se trouve au centre de la galaxie M87. Une galaxie qui a été découverte en 1781 par l'astronome français Charles Messier. M87 est une galaxie de forme sphérique assez massive qui est une des 2000 galaxies de l'amas de la Vierge. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est composée par 200 milliards d'étoiles. Elle a un diamètre d'environ 300 millions d'années-lumière. M87 est à la fois plus lourde et plus vaste. Son diamètre correspond à environ 3 fois le diamètre de la Voie lactée, c'est-à-dire 1 million d'années-lumière. Elle est aussi 200 fois plus massive. La galaxie qui se trouve être la plus proche de la nôtre est Andromède, qui est à 2,5 millions d'années-lumière. M87 est située à une distance de 57 millions d'années-lumière. Elle possède en son centre une petite radio-source qui a été identifiée en 1947. Les images d'aujourd'hui plus précises montrent que cette galaxie émet un large jet qui s'étend jusqu'à une distance très importante. Une distance de plusieurs centaines d'années-lumière. Ce jet est composé d'un gaz très chaud, d'un plasma qui s'étend à vitesse relativiste. En fait, il existe un deuxième jet qui est de l'autre côté, symétrique, et qu'on ne voit pas à cause d'un effet Doppler relativiste. Ça, c'est une image d'artiste qui montre ce qu'on verrait si on pouvait observer ces deux lobes vus de côté. Bon, ça, c'est une autre image d'artiste très jolie, où l'artiste a mis un peu de rouge sur le second lobe pour simuler l'effet Doppler.
À part ça, le noyau d'M87 émet non seulement de rayonnement radio, mais aussi du rayonnement X et du rayonnement gamma. Le lobe visible, là, il s'étend jusqu'à 250 000 années-lumière. M87 est une galaxie qu'on appelle une galaxie à noyau actif. L'analyse de la structure du jet, qui est inhomogène, corrélée avec le fait qu'on trouve des petits anneaux dans le voisinage du centre galactique de M87, montre que ça n'est pas une émission continue, mais pulsée. L'image qu'on vous montre avec du jaune et du rouge ne correspond pas à de véritables couleurs. En fait, comme ce qu'on mesure, c'est des ondes radio. Ce qu'on vous montre sur l'image, c'est ce qu'on appelle des fausses couleurs, avec un codage, c'est-à-dire que quand c'est sombre, c'est que c'est peu émissif, quand c'est rouge, c'est émissif, et puis jaune, blanc, eh bien c'est plus émissif, c'est tout. Voilà les instruments d'observation qu'on utilise. Ce sont des radiotélescopes, et dans l'image en question, ça correspond à des longueurs d'onde au voisinage d'1 millimètre. On utilise non pas un seul radiotélescope, mais plusieurs, en développant une technique qui s'appelle l'interférométrie, qui permet d'extraire le signal dans le bruit, parce que dans ce cas-là, le signal est très faible par rapport au bruit. On utilise donc des radiotélescopes qui forment un réseau très vaste. Ici, vous voyez qu'on en a en Europe, il y en a à Hawaï, et puis il y en a même dans l'Antarctique. Ce que nous dit cette théorie, c'est qu'un réseau de radiotélescopes comme celui-ci est équivalent à un seul radiotélescope qui aurait un diamètre qui correspondrait à l'extension de ce réseau. Les astronomes peuvent mesurer la vitesse du gaz qui orbite autour de l'objet par effet Doppler, et à ce moment-là, la valeur obtenue, c'est de l'ordre de 1000 km par seconde. Alors, en égalant la force centrifuge avec la gravité créée par cette masse m au centre de l'objet, eh bien, à ce moment-là, on évalue celle-ci à 6 fois et demi, à 6 milliards et demi de masse solaire, ce qui est évidemment beaucoup plus important que l'objet massif qui est censé se trouver au centre de notre galaxie, la Voie lactée. On évalue aussi le diamètre de cet objet, qui est plus important que le diamètre attribué à cet objet qui est au centre de la galaxie. Il est plusieurs fois plus important. Là, on voit sur le dessin le système solaire, et ce rayon correspond à 3 ou 4 fois l'orbite de Pluton. Est-ce que c'est un trou noir géant? Pour l'ensemble des scientifiques, la réponse est positive. Et il n'y a que moi, parmi ces milliers de chercheurs, qui émet encore des doutes sur le fait que cet objet soit un trou noir géant. Je vous renvoie à la série des vidéos 22.1 à 22.5, où j'ai développé l'idée selon laquelle cet objet pourrait être un objet en état subcritique, c'est-à-dire avec un rayon qui soit inférieur à un certain rayon critique à l'air chapeau et supérieur au rayon de Schwarzschild. Donc il n'y aurait pas de singularité, pas de catastrophe. Dans un tel objet, on ne trouve pas d'horizon des événements. Il n'y a pas non plus de singularité centrale. Géométriquement, cet objet est décrit tout tranquillement avec une métrique extérieure de Schwarzschild et une métrique intérieure de Schwarzschild. L'image bidimensionnelle didactique, c'est celle d'un cône émoussé que vous voyez sur la figure, avec un système de géodésique exempt de toute singularité. Ça, c'est un autre modèle que j'ai introduit dans ces vidéos. À ce moment-là, lorsque la masse devient trop importante, la pression au centre de l'objet devient infinie, et à ce moment-là, ma théorie dit qu'à ce moment-là, on a une inversion de masse, et cette masse inversée, eh bien, elle traverse librement l'étoile ou l'objet, et peut s'en échapper puisqu'elle est repoussée par celui-ci. Pourquoi traverse-t-elle librement l'objet? Simplement parce qu'elle ne peut interagir avec les masses positives qu'à travers l'antigravitation. Toutes les autres interactions n'existent plus. Une autre image est celle d'une chasse d'eau. Vous pouvez rajouter autant d'eau que vous voulez, vous n'arriverez jamais à faire déborder une chasse d'eau, parce que l'eau en excès disparaît et est évacuée par le centre. Que cet objet se forme en une fois ou qu'il se constitue avec des apports de masse successifs, de toute façon, quand il atteint sa configuration critique, cette masse est automatiquement limitée. Pour les étoiles à neutrons, ça correspond à une masse maximum qui tourne autour de 3 masses solaires, mais évidemment, là, ce n'est pas des étoiles à neutrons. Si on observe un objet qui est en état sous-critique, il est très proche d'une configuration style trou noir, c'est-à-dire que la densité sera telle qu'il va distordre les images énormément. Considérons la partie centrale qui émet de la lumière du rayonnement vers nous. Ce rayonnement va perdre de l'énergie par ce qu'on appelle un redshift gravitationnel.
Alors pour le trou noir, ce redshift est infini. Là, simplement, la lumière glissera fortement vers les grandes longueurs d'onde. Si l'objet est un trou noir, à l'intérieur du disque, il n'y aura aucune émission, ce sera totalement noir. Si c'est un objet sous-critique, eh bien cette partie émettra du rayonnement de plus faible énergie, avec des plus grandes longueurs d'onde, donc effectivement, en image reconstituée, ça donnera un disque sombre. Alors qu'en est-il du comportement du disque d'accrétion, de cette matière ionisée qui tourne très rapidement? Eh bien, dans le cas du trou noir, quand elle arrive à la périphérie du trou noir, cette vitesse atteint la vitesse de la lumière, et là, dans l'objet subcritique, cette vitesse ne sera pas la vitesse de la lumière, mais sera très importante. Donc l'objet émettra par rayonnement synchrotron du rayonnement, effectivement, dans la longueur d'onde d'1 millimètre. En conclusion, l'image qu'on a sous les yeux peut très bien correspondre à ce qui est émis par un objet sous-critique. Alors maintenant, ça va être très difficile de faire la différence entre ça et un trou noir, parce que ça se situera au niveau de l'émission de rayonnement dans cette partie centrale, et s'il en reste un peu, eh bien on pourra toujours dire que c'est dû à la poussière interstellaire qui se trouve entre nous et cette source. Alors sur cette image d'artiste, on a représenté ces deux jets qui partent dans des directions opposées et qui sont très fortement focalisés. Alors tout le monde sera d'accord pour dire que ça c'est dû à la présence d'un très fort champ magnétique. Maintenant la question, comment est-ce que ce champ magnétique se forme? Autre question, qu'est-ce qui fait qu'au centre de cette galaxie, on a un objet de 6 milliards et demi de masse solaire? Et plus généralement, pourquoi est-ce que ces objets très massifs se situent au centre des galaxies? Comment se forment-ils? Alors j'ai conçu une explication théorique de tout cela il y a plus de 20 ans. On va considérer l'équilibre du gaz interstellaire dans les galaxies. On considère en général que cette densité de gaz est assez constante tout le long, dans toute la galaxie, et ce gaz est maintenu dans le potentiel gravitationnel créé par la masse des étoiles, mais surtout par la masse négative environnante qui le confine. Et c'est ça qui permet de contrebalancer la force centrifuge liée à la rotation du gaz. Donc voilà une cuvette qui tourne, et voilà de l'eau qui reste dans cette cuvette. Voilà les équations de champ du modèle Genus. Alors sur la droite, vous avez les tenseurs T+ et T- qui représentent les contributions des différentes matières. Et T-, c'est la contribution de la masse négative. Alors vous voyez que devant, il y a un coefficient qui est la racine carrée du rapport des déterminants des deux métriques. Donc on a un effet de masse apparente. Alors si on a des fluctuations conjointes des métriques, ça va changer ce rapport G- sur G+, donc ça va changer la masse apparente, donc ça va modifier le confinement. Première configuration, on imagine que ça réduit ce confinement. On obtient ça en abaissant les bords de la cuvette. Alors le résultat, comme sur la figure, c'est que l'eau va quitter cette cuvette. Alors une galaxie qui n'est plus confinée par cette masse négative va exploser tout simplement, elle va se disperser. Et c'est exactement ce qu'avait observé Alton Harp avec son catalogue des galaxies singulières. Quand on avait effectué dans les années 90 des simulations numériques avec Frédéric Descamps, eh bien lorsqu'on réduisait le confinement, on obtenait ces formes complètement disloquées et nos galaxies explosaient. Là, vous avez un très grand astrophysicien qui est l'anglais James Jeans, a modélisé l'instabilité gravitationnelle à laquelle il a donné son nom. Eh bien, lui, quand il voyait ces formes de galaxies, il disait qu'en considérant les forces absolument colossales qui permettaient d'obtenir un tel phénomène, on ne pouvait pas résister à l'idée que cela était le signe de propriétés métriques de l'espace-temps totalement insoupçonnées. Bien, revenons à notre modèle de la bassine avec cette couche d'eau, une bassine en rotation. Si les fluctuations conjointes des métriques conduisent à un renforcement du confinement, eh bien on va simuler ça en relevant les bords de la bassine. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien immédiatement, on va créer un déferlement liquide, une sorte de tsunami circulaire, qui va converger vers le centre géométrique de la cuvette. En transposant ça à l'astrophysique, ce renforcement du confinement va créer une onde de densité dans le gaz interstellaire. Alors, est-ce que c'est observé? La réponse est oui, ça s'appelle des galaxies de Hauge. Et alors, dans ces galaxies, cette espèce d'anneau de gaz, il ne tourne pas autour de l'objet central, il est animé d'un mouvement radial qu'on déduit par la mesure de l'effet Doppler, mais il y a une indétermination. Par contre, on ne sait pas dans quel sens penche la galaxie.
Alors moi je penche pour un mouvement radial centripète. Dans le gaz interstellaire, dans toutes les galaxies, les masses gazeuses sont animées d'un certain mouvement d'agitation qui est l'équivalent d'un mouvement d'agitation thermique et de l'ordre d'1 km par seconde. Dans un gaz comme l'air, par exemple, eh bien, on sait que la vitesse du son, qui est la vitesse de propagation des perturbations, est de l'ordre de la vitesse d'agitation thermique. Dans les gaz, il existe des perturbations de pression qui se propagent à vitesse plus grande, et ce sont les ondes de choc. Dans les galaxies, par exemple spirales, eh bien, ces bras spiraux sont des ondes de densité spirale qui se propagent à une vitesse plus grande que la vitesse d'agitation dans le gaz. Les bras spiraux ont donc une structure comparable à des ondes de choc. Les ondes spirales des galaxies tournent moins vite que le gaz lui-même, donc les fronts d'ondes se situent dans la concavité. Vous pourriez apercevoir des ondes spirales de ce genre si vous observez la phase finale de la vidange de l'eau dans votre baignoire, au moment où il ne reste plus qu'une fine couche d'eau au voisinage de la bonde. Revenons aux galaxies. Eh bien, ces ondes de densité se traduisent par une compression du gaz, et à ce moment-là, ça crée des étoiles jeunes. Ces étoiles, dans leur prime jeunesse, émettent de l'ultraviolet qui ionise le gaz, qui excite les molécules qui se trouvent dans le gaz, et à ce moment-là, on a un effet de fluorescence. Et c'est pour ça que vous voyez ces bras spiraux. Alors, passons à la galaxie de Hauge. Là, on a une onde de densité circulaire avec son front d'onde qui est à l'intérieur, et là encore, cette compression crée des étoiles jeunes, et c'est pour ça qu'on voit cet anneau. Et qu'est-ce qui va se passer quand cet anneau de gaz atteindra le centre de la galaxie? Eh bien, on aura toute une matière qui aura convergé et qui aura une certaine énergie cinétique. Alors, si je reviens à mon modèle de la cuvette qui tourne, eh bien, le tsunami liquide circulaire, lorsqu'il arrive au centre, bloup, eh bien, on a à ce moment-là un ressaut de densité. Les ondes de densité représentent une élévation locale de la densité de matière dans le gaz interstellaire, mais c'est une élévation d'un facteur 3, 4, 5, pas plus. Par contre, quand cette masse gazeuse arrive au centre, eh bien à ce moment-là, ça donne une sphère qui se comprime, où la température augmente jusqu'à des milliards de degrés, et la fusion se produit dans toute la masse. Et si le volume concerné est équivalent à une sphère qui a pour diamètre le système solaire, ou plusieurs fois le système solaire, eh bien, on obtient à ce moment-là un superbe quasar, c'est-à-dire un objet qui émet autant d'énergie que toutes les étoiles réunies. J'ai présenté pour la première fois cette idée dans un bouquin que j'ai publié il y a plus de 20 ans, en 1997, que j'avais appelé « On a perdu la moitié de l'univers » et qui est évidemment passé totalement inaperçu. J'avais expliqué dans ce livre comment se crée ce champ magnétique de milliers de Tesla au centre. Là, les figures extraites du livre, bon, en haut, vous avez les lignes de champ de la galaxie, et une galaxie, c'est un champ magnétique très faible qui fait 1 millionième de Gauss. Maintenant, lorsque l'onde de densité se propage, eh bien, les étoiles jeunes ionisent le gaz. Et ce gaz devient suffisamment ionisé pour qu'on soit en condition de nombre de Reynolds magnétique fort. Les lignes de champ magnétique se trouvent alors piégées dans ce plasma, et comme cet anneau de gaz converge vers le centre, eh bien, il entraîne avec lui les lignes de champ, et il renforce ce champ, exactement à la manière dont un paysan ramènerait des épis de blé. Ce phénomène s'accompagne d'une conservation du flux, c'est-à-dire de la constance du produit du champ magnétique par la surface balayée par les lignes de champ. Alors si on prend toutes les lignes de champ magnétique de la galaxie qui correspondent à un microgauss et qu'on les rassemble dans une surface, dans un disque qui fait le diamètre d'un système solaire, eh bien on obtient des milliers de Tesla. La fusion produit un plasma extrêmement chaud qui a tendance à s'étendre, mais les particules ionisées, ions et électrons, ont tendance à spiraler autour des lignes de champ magnétique, à s'enrouler autour d'elles. On observera donc une émission dans les deux directions dipolaires. Tout ceci pourrait faire l'objet de magnifiques simulations numériques. Mais évidemment, c'est totalement différent de l'idée mainstream selon laquelle c'est de la matière qui tombe dans le trou noir et qui ressort par l'opération du Saint-Esprit selon ces deux directions opposées. Alors pour moi, le phénomène quasar, c'est quelque chose qui dure un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud. Combien de temps? Ça, ce serait à évaluer. J'imagine qu'il y a différentes issues possibles. Éventuellement, tout se calme au centre d'une galaxie et ça donne l'objet qu'on a au centre de la nôtre, qui n'est pas accompagné de jets de plasma. Maintenant, ces fluctuations conjointes de métriques, c'est une chose qui se produit périodiquement.
Alors il y a apport de nouvelles quantités de matière et surtout d'énergie, éventuellement relance de ce processus de fusion. Quand la situation de criticité est atteinte, ça limite la masse de l'objet. On ne peut plus modéliser cet objet comme une simple étoile parce que le champ magnétique est énorme et représente une part importante de l'énergie. Et ce champ magnétique participe de l'équilibre de l'objet. Et leur étude relève de la MHD en régime de résonance magnétique élevé. Là, j'ai représenté cet objet sous critique. Tout d'un coup, il y a un apport de matière, il y a des ondes de choc qui convergent vers le centre, et puis il y a relance pendant un petit moment du processus de dégagement d'énergie par fusion. Et puis après, ça peut se calmer. Le modèle du trou noir est quand même quelque chose d'assez compliqué, avec cette singularité centrale. Rappelez-vous ce que vous disait Aurélien Barraud, on a des variables R et T, et quand on rentre à l'intérieur du trou noir, la variable R, ça devient le temps, et la variable T, ça devient le rayon. Bon, est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Moi, j'ai une petite préférence pour ce modèle à cause du rasoir d'Occam, parce que franchement, c'est moins compliqué. Ouais, je suis complètement isolé au milieu de gens qui préfèrent penser à des trous noirs géants, à des moyens ou à des mini-trous noirs. Et j'ai 82 ans et au train où vont les choses, je pense que quand on aura la clé du problème, je sucerai les pissenlits par la racine ou alors j'observerai cela depuis le haut du paradis. Essayons maintenant de dresser un panorama de tout ce modèle Janus. Alors, d'où trouve-t-il son origine? Au départ, je dirais que c'est l'idée de Sakharov qui, lui, s'étonne de ce qu'on n'observe pas d'antimatière primordiale. Alors, vous savez qu'au départ, à partir d'un mélange de quarks et d'antiquarks, il aurait dû se former autant de matière que d'antimatière. Après une fantastique annihilation, il est resté une particule de matière sur 1 milliard. Mais où est passée sa sœur jumelle? Alors peut-être que c'est seulement en Russie qu'on peut avoir des idées pareilles. Toujours est-il que Sakharov fait l'hypothèse que cette antimatière soit située dans un univers jumeau. Et il suppose que cet univers jumeau est lié au nôtre par cette singularité initiale, le Big Bang. Et voilà cette image didactique en forme de sablier, comme ça, qui évoque l'expansion des deux côtés de notre univers à droite et de l'univers jumeau à gauche. Alors, Sakharov imagine ensuite la chose suivante, c'est que dans le second univers, la flèche du temps est opposée. Alors, vous savez, en France, quelqu'un qui imagine ça, comme dirait Laurent Alexandre, on le met sous médicament. Alors, vous voyez, dans la figure, à droite, il y a une lettre P, et à gauche, il y a la symétrique de la lettre P. Et ça évoque l'idée de Sakharov, comme quoi ces deux univers seraient énantiomorphes, c'est-à-dire en miroir. Là-bas, une main droite, c'est la main gauche des copains. En physique théorique, on appelle cette symétrie une p-symétrie. Puis la symétrie temporelle, c'est une t-symétrie. Donc ces deux univers seraient pt symétriques. Il y a une troisième symétrie qui est l'inversion de la charge électrique ou de toutes les charges quantiques. Et ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, on appelle ça la c-symétrie. Et en fait, l'idée dont part Sakharov, c'est celle d'une CPT symétrie. Effectivement, les équations de notre physique sont toutes invariantes par CPT symétrie, comme par exemple les équations de Maxwell. Alors, en 1977, 10 ans après que Sakharov ait publié ses travaux, moi, je fais quelque chose de similaire. Je ne m'inspire pas des travaux de Sakharov parce qu'à l'époque, ils ne sont pas encore traduits du russe. Ils ne sont qu'en 1983. Disons que j'ai une source d'inspiration un peu différente, mais ça revient au même. Ce sont des deux univers jumeaux avec des flèches du temps opposées, nantiomorphes et tout le bazar. Mais je fais quelque chose que Sakharov n'avait pas fait, je fais en sorte que ces deux univers interagissent. Et regardez le titre de cette note qui s'appelle Univers en interaction avec leur image dans le miroir du temps. Des travaux très structurés qui ont pu être publiés grâce à l'obligeance de l'académicien André Lichnerowitz, mais si j'avais dû proposer ces travaux maintenant avec nos académiciens, je pense qu'il n'y a rien qui passerait. Sur le plan géométrique, si on repart du modèle de Sakharov, ça revient à replier le sablier, comme c'est indiqué sur la figure. Et à ce moment-là, effectivement, on a en coïncidence deux nappes qui ont des flèches du temps d'opposition. Et quand on a des idées aussi folles, il faut voir quel sens physique on peut leur donner. Quel est le sens physique de l'inversion du temps? Eh bien, cette réponse-là, c'est le mathématicien Jean-Marie Souriau qui va nous la donner. Celui-ci a publié tous ses livres en français. Pourquoi? Parce qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Là, sur la photo, à droite, je tiens un de ses ouvrages qui s'appelle Géométrie et relativité, qui a été publié en 1954 aux éditions Hermann, et il n'existe qu'en français. Alors c'est un livre qui est une véritable mine,
Le second livre, Structure des systèmes dynamiques, paru en 1970, a été traduit en anglais en 1997, à l'identique. Et voilà l'édition anglaise, Structure of Dynamical Systems. Alors j'ai tout de suite découvert là-dedans la réponse à la question que je me posais, justement sur l'inversion du temps. Bon, ça c'est la page 190 de l'édition anglaise. Alors à l'équation 1467, vous avez l'opérateur d'inversion de temps, puis à droite, ben, le résultat, c'est que ça inverse l'énergie. Et puis comme E c'est égal à mc2, ben, ça inverse aussi la masse. Alors ces deux univers, eh bien, ils avaient des flèches du temps opposées, mais aussi ils avaient des masses de signes opposés. Alors moi j'ai imaginé un schéma d'interaction qui est ce schéma dans lequel les masses positives s'attirent, les masses négatives s'attirent aussi, et puis les masses de signes opposés se repoussent. Ça c'était uniquement l'intuition. Mais finalement, ça contredit ce qui émerge de l'équation d'Einstein. Alors là voilà, vous savez que lorsqu'on essaye de voir ce qui se passe quand on a un champ qui est créé par des masses négatives, eh bien on obtient un schéma complètement différent qui a été établi la première fois par Bondy en 1957. Alors voilà ce schéma d'interaction, vous avez les masses positives qui s'attirent avec le loi de Newton, mais les masses négatives se repoussent avec anti-Newton. Alors en dessous, il y a quelque chose de complètement surréaliste, les masses positives s'enfuient, poursuivies par les masses négatives. Alors on appelle ce phénomène le phénomène runaway, et on peut tourner le problème sous tous les angles. À partir du moment où on reste enfermé dans l'équation d'Einstein, on tombe sur ce truc-là. Alors vous savez peut-être qu'il y a un grand champion des masses négatives, qui est Gabriel Chardin du CNRS. Il a table ouverte dans toutes les revues de vulgarisation, Sciences et Vie, La Recherche, pour la science, et dans tous les articles vous trouverez une petite encadrée signalant le comportement vraiment étrange des masses négatives. Et si on veut échapper à cet effet runaway, ben, il faut faire un saut dans l'inconnu extraordinaire et imaginer qu'on n'ait pas une équation de champ, mais deux. Et là, vous avez le premier système d'équation de champ que j'ai imaginé, que j'ai publié en 1994 dans la revue italienne Nuovo Cimiento. Et quand on opère sur un tel système, ce qu'on appelle l'approximation newtonienne, eh bien, on voit apparaître les lois d'interaction. Alors ça a donné quelque chose qui me semblait plus sympathique, c'est-à-dire que les masses positives s'attirent suivant Newton, mais les masses négatives cette fois s'attirent suivant Newton, alors que les masses de signes opposés se repoussent suivant anti-Newton. Moi, ça parlait plus à mon intuition. Alors il fallait voir ce que ça pouvait donner, et là, j'ai fait recours aux simulations numériques grâce à l'aide de mon ami Pierre Midi. Alors nous avons pris un vieux Crayon, et là-dedans nous avons mis 500 masses positives et 500 masses négatives, et puis on les a fait interagir. Alors voilà ce que ça donne. Les masses positives, c'est des petits ronds, les masses négatives, c'est des petites croix, puis à droite, on a fait ça avec du gris et du blanc. Donc vous voyez que les deux populations se séparent. C'est un peu comme si vous mettiez le Front National et le Parti communiste place de la Concorde, ils vont chacun se mettre dans des petits coins. Mais en prenant des densités égales, ça ne ressemblait pas à grand-chose, en particulier ça ne ressemblait pas à ce que j'essayais de représenter, c'est-à-dire la structure à grande échelle de l'univers. À l'époque, j'ai fait la connaissance d'un étudiant qui s'appelait Frédéric Descamps, qui travaillait en Allemagne. Lui, il avait un ordinateur assez puissant, et je lui ai suggéré de prendre une des masses qui était beaucoup plus importante que l'autre. Alors il faut vous dire une chose, c'est qu'à l'époque, les ordinateurs les plus puissants, qui étaient ceux des centres de calcul, eh bien, ils équivalaient au PC qu'on a aujourd'hui. Toujours est-il qu'une semaine plus tard, j'ai Descamps au téléphone, je lui demande qu'est-ce que ça donne, et il me dit, quand je regarde mon écran, j'ai envie de dire, appelez-moi Dieu. Qu'est-ce qu'obtient Frédéric? Eh bien, les masses négatives les plus lourdes donnent les premières des conglomérats. Ceci repousse la masse positive dans l'espace résiduel, qui prend alors une allure lacunaire. Et là, dans la figure de droite, vous avez les deux systèmes superposés. Mais ces conglomérats de masse négative, ben on ne les observe pas parce que les masses négatives, ça émet des photons d'énergie négative et nos yeux, nos télescopes ne sont pas configurés pour les capter. Et là, formidable, eh ça se met à cadrer avec les observations. Vous savez que la structure de la matière représente une sorte de structure alvéolaire. La matière est assemblée autour de grands vides de centaines de milliers d'années-lumière de diamètre. Et en fait, la matière ressemble un petit peu à des bulles de savon jointives. Et là où toutes les bulles de savon se rejoignent, eh bien, on a un surcroît de matière qui correspondra aux amas de galaxies, et là où il y a trois bulles qui se croisent, eh bien, ce sont des arêtes, et les arêtes, ça va être les structures filamentaires qu'on observe aussi.
Vous savez peut-être qu'en janvier 2017, des chercheurs ont publié une cartographie de l'univers à une échelle considérable, c'est-à-dire dans un cube qui fait 1,5 milliard d'années-lumière de côté. Et dans cet objet, ben, à la fois à gauche, vous avez une concentration de masse positive qu'on appelle l'attracteur Shapley qui attire les galaxies. Et puis de l'autre côté, ben, vous avez un grand vide, le Great Repeller, une région qui au contraire repousse les galaxies. Et moi, je vois au centre de cette région un conglomérat de masse négative répulsif invisible. Mais je suis bien le seul à dire ça, puisque la thèse dominante, c'est celle d'une lacune dans un champ de matière sombre de masse positive. Alors, je continue à exploiter ce système d'équations de champ couplées de 1995, publié à Nuo Cimento, et ça donne des tas d'autres choses. Ça donne par exemple le fait que les galaxies, eh bien, quand elles se forment, elles se nichent dans des lacunes de la masse négative. Et ça assure leur confinement. Et puis ça leur permet aussi d'avoir des courbes de rotation plate avec des survices en périphérie. Et ça, c'est une courbe que j'ai obtenue par calcul en 1994-95, dont Farnèse pense que je la trace à main levée. Alors, en calculant les géodésiques de longueur nulle pour les deux systèmes, eh bien, je mets en évidence un effet de lentille gravitationnelle négatif. Là, je n'ai pas de figure à vous montrer, mais il passe une chose, c'est que la lacune de masse négative, eh bien, elle focalise les rayons lumineux, et ça explique les forts effets de lentille gravitationnelle au voisinage des galaxies, et puis au voisinage des amas de galaxies. Alors pour ça, je demande à Frédéric Descamps de faire des simulations, justement en faisant tourner une galaxie à l'intérieur de son environnement de masse négative, et il fait immédiatement apparaître des magnifiques spirales barrées. En 94-95, j'essaye de publier ça dans des revues d'astrophysique en France et à l'étranger, et toutes me font retour avec la réponse « Désolé, on ne publie pas de travaux spéculatifs ». Quand je pense à ce travail de publication, vous savez, il faut vraiment l'âme chevillée au corps. Par exemple, ce premier travail de 94 en Yoshimiento, j'ai fait 48 essais. C'est-à-dire qu'on essaye toutes les revues les unes après les autres, et par la voie postale, c'est très lent, et on reçoit des réponses rapides de gens qui ne lisent pas. Parce que le référé moyen, c'est Damour, c'est François Combe. Il n'y avait pas eu Lichnerovitch, j'aurais jamais pu publier mes notes rendues sur la cosmologie. Je n'aurais jamais pu publier mes travaux sur un modèle de cosmos à constante variable sans l'appui de Jean-Marie Souriau. Ceci étant, vous voyez tout ce qu'on arrive à tirer de la simple hypothèse que l'univers obéit à ce système d'équations. Pour ce qui est de toutes les retombées que l'on peut escompter de ce modèle bimétrique, je vous envoie à Janus 25 et à cette traduction française d'un article paru dans la revue Astrophysique and Space Science. Revenons sur cette revue des articles publiés sur les modèles cosmologiques bimétriques. En 2002, Thibaut Damour et Kogan publient cet article dans Physical Review Day. J'en ai fait un commentaire assez détaillé dans la vidéo Janus 27. Toujours est-il que les auteurs produisent un système d'équations de champ couplées, le voilà. Ils décrivent une situation où on a deux brades qui interagissent avec des gravitons dotés d'une masse, et plus précisément un spectre de masse. Et dans ces équations, les termes petit t plus et petit t moins sont censés gérer l'interaction entre ces deux entités. Mais les auteurs s'avèrent incapables de définir cette interaction, ce qui fait que cet article de 40 pages débouche sur le vide. Beaucoup plus intéressant, en 2008, la mathématicienne allemande Sabine Hossenfelder publie un article bimétrique où le système est également dérivé à partir d'une dérivation lagrangienne. C'est un article très sophistiqué sur le plan mathématique. Ici, j'ai fait figurer les trois systèmes d'équations de champ couplés. En haut et à gauche, le système que j'ai proposé en 1994 dans Nuo Cimiento, puis celui d'Amour et Kogan en 2002, et puis enfin celui de Hossenfelder en 2008. On note tout de suite une forte similitude entre les trois systèmes. En particulier, ils ont tous pratiquement le même premier membre. Des premiers membres qui sont analogues au premier membre de l'équation d'Einstein, ce qui est normal puisque dans les densités lagrangiennes, on utilise les mêmes termes que ceux qui ont été proposés par David Hilbert pour reconstruire l'équation d'Einstein. Damour et Kogan ajoutent des constantes cosmologiques dont ils ne font rien d'ailleurs.
La racine carrée du rapport des déterminants G- sur G+, apparaît dans des travaux antérieurs des années 70, mais je ne les ai pas cités parce qu'ils restent très embryonnaires. Sabine Hossenfelder est surtout connue pour son blog Back Correction. Après cet article de 2008, elle ne développera pas plus avant cette théorie bimétrique. La raison est la suivante, elle croit devoir s'imposer une contrainte de symétrie entre les deux secteurs. Si ρ plus et ρ- sur les densités de matière, pour elle, les ordres de grandeur sont les mêmes. Et ce faisant, elle passe complètement à côté du bénéfice qu'elle aurait pu tirer de son étude. Elle se contente de retrouver les effets de l'antigravitationnel négatif que j'avais publié en 1995, mais sans citer mon article d'Astrophysics and Space Science parce qu'elle en ignore l'existence. Elle se contente de citer une solution instationnaire où elle duplique le modèle de Friedman dans l'autre secteur. Moi, j'essaye depuis 1994 de construire une solution instationnaire qui présente une forte dissymétrie entre les deux secteurs, mais avec ce système de 1994, c'est impossible. À chaque fois que j'essaye de construire une solution instationnaire, eh bien je retombe sur cette nécessité que les deux modèles, que les deux densités sont d'ordre de grandeur comparable. Or, tout le bénéfice que j'ai tiré précédemment me montre que ça ne doit pas être comme ça. En 2013, j'en conclus qu'il faut que je modifie les seconds membres, et en 2014, je publie à Astrophysics and Space Science des équations modifiées en faisant intervenir la conservation de l'énergie, ce qui me donne ces seconds membres. Mais je ne m'inspire à aucun moment du modèle de Hossenfelder, dont j'ignore l'existence. Ce système d'équations ne permet de décrire que la phase matière et pas la phase radiative. Mais j'en donne une solution exacte qui, à ce moment-là, rend compte de l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est mon collaborateur et ami depuis 20 ans, Gilles D'Agostini, qui chargera de développer cette partie du calcul. Ça se fera assez rapidement, mais il faudra 2-3 ans avant qu'on réussisse à le publier, puisque les premiers essais se traduisent par des rejets. L'article sera finalement publié dans Astrophysics and Space Science en 2018. Sur la figure qu'il obtient, on voit le très bon accord qui existe entre les données des 740 supernovas et ce modèle avec sa solution exacte. En 2015, je construis ma propre dérivation lagrangienne originale, d'ailleurs qui n'a rien à voir avec la même méthode utilisée par Sabine Hossenfelder. Méthode qui débouche sur cet autre système d'équations de champ, où on retrouve d'ailleurs la racine carrée du rapport des déterminants. Au passage, et c'était le but de la manœuvre, ce modèle peut alors décrire à la fois l'air matière et l'air radiatif, où l'énergie est sous forme de radiation. Mais l'histoire le montre, les modèles cosmologiques n'émergent pas sous leur forme finalisée du premier coup. Un exemple type est le modèle d'Einstein d'ailleurs. Dans sa première version, il n'y avait pas le terme -1,5 de R G mu nu. Le modèle de 2014-2015 est très bien, mais il ne gère pas la géométrie à l'intérieur d'une étoile. C'est ce que Damour considère comme un défaut rédhibitoire, d'où sa lettre recommandée avec accusé de réception de janvier 2019. Mais au moment où je reçois cette lettre, comme je l'ai expliqué dans Genus 27, j'avais déjà résolu le problème et j'étais en train de le publier à Progress in Physics. Ça se traduit par une légère retouche du système d'équations avec cette lettre petit phi qui est une matrice constante, mais ça change strictement rien à tout ce qui a été obtenu dans tous les calculs précédents. Damour n'a absolument pas ce problème puisqu'il n'a pas besoin de modifier son modèle étant donné qu'il ne fournit aucune solution qui puisse se confronter aux observations. Quand je découvre l'existence du travail de Hossenfelder, j'essaye évidemment immédiatement de me mettre en contact avec elle. Pendant 3 ans, je lui envoie toute une série de mails. Je lui propose même de venir à Francfort, où il a été réaffecté, afin de la rencontrer et de discuter avec elle. Pas de réponse. Et évidemment, il y a une ressemblance entre nos deux systèmes d'équations, mais j'avoue que je comprends strictement rien à ces calculs et à ces mathématiques très sophistiquées. Elle utilise en particulier des objets mathématiques dont elle se sert et qu'elle invente et qu'elle appelle des pullovers. Cette prose me reste étrangère et aujourd'hui, j'ai trouvé personne qui puisse m'expliquer la méthode de Sabine Hossenfelder. D'où cette planche créée par Julien Geffray. En 2018, je reviens à la charge, j'essaye désespérément de nouer un contact avec Sabine Hossenfelder. Je joue même sur la coquetterie féminine en faisant son portrait, en lui envoyant, d'ailleurs elle apprécie beaucoup. Peut-être finit-elle tout d'un coup par réaliser le profit qu'on peut tirer de cette approche bimétrique, probablement après avoir pris connaissance pour la première fois de mes publications.
Toujours est-il que quelques semaines plus tard, je reçois ce mail où elle m'accuse carrément de plagiat. Il n'y a pas de cher Jean-Pierre, rien, et ça dit: les équations que vous utilisez sont celles que j'ai construites dans mon article. Il est facile de le montrer et vous ne devez pas prétendre que ces équations sont vôtres. Je sais que vous avez cette prétention. Si vous continuez à vous comporter de la sorte, je serai contrainte d'écrire aux éditeurs des revues en leur demandant de faire disparaître vos articles. Alors moi j'écris à Sabine Hossenfelder en disant effectivement ces équations se ressemblent, mais comment montrer que ce sont les mêmes? Moi je ne sais pas faire, si vous pouvez le faire, faites-le. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle revendique haut et fort cette maternité de ses travaux, alors qu'elle n'en a jamais parlé dans son blog. Elle parle des travaux de Farnèse, mais ni des siens ni des miens. Et puis elle a écrit un livre, et dans ce bouquin-là, elle n'en parle pas non plus. Alors voilà ce livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Alors le titre, c'est Se perdre dans les maths, comment l'obsession de la beauté débouche sur une impasse dans la physique. Alors je traduis le commentaire, elle précise qu'il n'y a pas eu depuis des décennies d'avancées notables en physique. Elle dit que les physiciens optant pour des préoccupations esthétiques qui font figure de dogme ont finalement perdu toute objectivité scientifique. Les observations s'avèrent, par exemple les théories de la supersymétrie, une théorie qui finit par devenir trop belle pour être vraie, en devenant intestable. Et tout cela mène à un cul-de-sac. Pour sortir de là, les physiciens doivent revoir leur méthode, et c'est seulement en collant avec les réalités que la science pourra découvrir la vérité. Et au milieu de tout ça, elle ne dit pas un mot sur les travaux sur le bimétrique, que ce soit les miens ou même les siens. Un mois s'écoule, pas de réponse. Le 13 avril, je finis par lui envoyer un message où je lui dis: chère Sabine, vous savez, j'ai 82 ans et je n'ai qu'un petit nombre d'années à vivre devant moi. Ce qui est avant tout important pour moi, c'est faire bouger les choses. Pourquoi n'écrivez-vous pas un article où vous pourriez montrer que le modèle Janus n'est qu'un cas particulier du vôtre, si vous pensez que c'est réellement le cas? Je pourrais co-signer ce papier et ainsi tout rentrerait dans l'ordre. Nous ne sommes ni des ennemis ni des concurrents, nous pourrions collaborer. Vous êtes une brillante mathématicienne, vous pourriez produire des résultats formidables, on a besoin de vous, ensemble on pourrait faire une avancée formidable, produire de nouveaux travaux, publier des livres. La réponse de Sabine Hossenfelder me parvient une minute après: cher Jean-Pierre, je ne souhaite pas collaborer avec vous, arrêtez de prétendre que ces équations que j'ai construites sont les vôtres. Bien à vous, Sabine. Franchement, ça ne me gênerait nullement que Sabine Hossenfelder reprenne ce rôle de l'Einstein du troisième millénaire. Gilles et moi n'étant que des techniciens qui ont créé des applications de son modèle. Pourquoi un rejet aussi brutal? À ça, il y a une explication, c'est que je constituerais un conjoint un peu gênant. Faites compte, en 2014, j'ai publié un article dans Modern Physics Letters A où j'explique que dans ce système, eh bien, dans le second secteur, la vitesse de la lumière est 10 fois plus grande, les distances sont 100 fois plus courtes, donc les voyages interstellaires sont possibles. Je verrai en juin prochain si en Russie cet aspect des choses est envisageable, mais il est clair qu'en Allemagne, ce n'est pas le cas. Bien, nous sommes en avril 2019, depuis 1977, j'ai accumulé toute une série de travaux, de publications avec Gilles D'Agostini. Et à titre d'épilogue de cette vidéo, eh bien, je vais faire défiler devant vous ce qui représente le résultat de 40 années de travail, de lutte incessante. Visiblement, on n'est pas sorti de l'auberge.